Le millionnaire a envoyé 50 invitations. Personne n'a voulu de son Noël. Jusqu'à ce qu'une jeune femme de 21 ans, vêtue d'une robe simple, apparaisse. Elle lui tend une lettre. « J'ai accepté parce que vous devez savoir ceci. » Et en la lisant, le millionnaire tombe à genoux sans pouvoir parler. Que pensez-vous qu'il va se passer dans cette histoire? Commentez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez de votre vie. Le manoir se dressait imposant dans la rue arborée de Neuilly-sur-Seine, à Paris, telle une forteresse silencieuse au milieu du brouhaha de la ville qui ne s'arrêtait jamais. Ses hauts murs, couverts de lierre qui y poussaient depuis des décennies, semblaient protéger non seulement un patrimoine, mais aussi un secret que peu osèrent découvrir. Derrière ces portails en fer forgé vivait un homme dont l'histoire n'était connue que par les rumeurs qui circulaient parmi les voisins et par les brefs aperçus que la presse mondaine s'obstinait encore à capturer, toujours de loin, toujours sans succès. Robert Amari avait 53 ans et portait sur ses épaules le poids d'une fortune héritée qui, loin de le libérer, était devenue sa prison la plus élaborée. Grand, d'une allure élégante même les matins où il ne portait qu'une robe de chambre en soie sur son pantalon de lin, il gardait ses cheveux gris toujours bien coupés et sa barbe rasée avec précision. Ses yeux bruns, cependant, révélèrent quelque chose qu'aucun tailleur ou barbier n'aurait pu dissimuler, une profonde tristesse, cultivée au fil des ans de désillusions et de pertes que l'argent n'avait jamais réussi à compenser. Ce matin de décembre, 3 jours avant Noël, Robert se réveilla comme il se réveillait toujours, seul dans une chambre qui ressemblait plus à un musée privé qu'à un espace de repos. Les lourds rideaux de velours bordeaux bloquaient presque toute la lumière naturelle, et il dut appuyer sur le bouton de la télécommande pour qu'il s'ouvre lentement, révélant le jardin impeccablement entretenu qui s'étendait à perte de vue. La pelouse était verte et tondue, les rosiers en pleine floraison, et la piscine scintillait sous le soleil d'été parisien. Tout était parfait, tout était vide. Il se leva du lit king size, dont les draps de coton égyptien coûtaient plus que ce que beaucoup de gens gagnaient en un mois, et se dirigea vers la salle de bain en marbre de Carrare. La routine matinale suivait toujours le même rituel. Bain prolongé, café fort préparé par la gouvernante, lecture des journaux sur le balcon du 2e étage. Mais ce matin-là, quelque chose était différent. Il y avait une agitation inhabituelle venant du rez-de-chaussée, des voix étouffées qui résonnaient dans le hall principal. Robert fronça les sourcils. Il descendit les escaliers en bois noble, chaque marche grinçant légèrement sous ses pieds benus, et trouva Benoît, son majordome et unique employé resté dans la maison depuis plus de 30 ans, conversant à voix basse avec Rose, la gouvernante. Tous deux se retournèrent en percevant sa présence, et l'expression de Benoît révéla quelque chose entre l'appréhension et la détermination. Benoît était un homme de 68 ans, de taille moyenne, aux cheveux complètement blancs et aux mains calleuses qui racontaient l'histoire d'une vie entière dédiée au travail. Il avait des yeux doux, toujours humides, comme s'il était sur le point de s'émouvoir, et une posture courbée par le temps mais jamais par la dignité. Il portait son costume noir impeccablement repassé, même sous cette chaleur de veille de fin d'année, et tenait dans ses mains quelque chose que Robert ne parvint pas à identifier immédiatement. « Monsieur Robert, j'ai besoin de vous parler, » dit Benoît, la voix tremblante mais ferme. « C'est à propos de Noël. » Robert soupira. Chaque année, c'était la même conversation. Benoît insistait pour organiser une fête, inviter des gens, apporter de la vie à cette maison qui semblait avoir oublié ce qu'était la joie. Et chaque année, Robert refusait, parfois avec délicatesse, parfois avec rudesse, selon le degré de sa patience. « Benoît, nous en avons déjà parlé, » répondit Robert, se dirigeant vers la salle à manger où son petit déjeuner était déjà servi. « Je ne veux pas de célébration, je ne veux pas de visite, je veux juste que les choses continuent comme elles l'ont toujours été. » Mais Benoît ne bougea pas. Rose regarda le vieux majordome avec admiration et crainte, comme si elle assistait à un acte de courage qu'elle n'aurait jamais eu. Le silence qui s'installa fut lourd, chargé de tout ce qui n'avait pas été dit au cours de 3 décennies de cohabitation. « Monsieur Robert, » dit Benoît, finalement faisant un pas en avant, « je vous pardonne mon audace, mais j'ai fait quelque chose que je n'aurais peut-être pas dû faire,
Et maintenant je dois vous le dire, car il ne serait pas juste de vous laisser le découvrir autrement. » Robert s'arrêta. Il se retourna lentement, le visage se durcissant. « Qu'avez-vous fait, Benoît ?» Le majordome respira profondément. « J'ai envoyé des invitations. 50 invitations à des gens de la ville, des gens ordinaires, qui ne savent pas qui vous êtes, qui n'ont aucun intérêt pour votre fortune. Je les ai invités pour un réveillon de Noël ici à la maison. J'ai seulement écrit que s'ils venaient, quelque chose dans leur vie changerait. Rien de plus. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Robert sentit le sang lui monter au visage, la colère mêlée à quelque chose qu'il ne parvenait pas à nommer. Trahison? Déception? Ou peut-être une peur profonde que sa solitude soigneusement construite soit sur le point d'être envahie? « Vous avez fait quoi ?» La voix de Robert sortit plus fort qu'il ne l'avait voulu. « Comment osez-vous prendre une telle décision sans ma permission? C'est ma maison, Benoît, ma vie. Vous n'avez pas le droit d'interférer de cette manière. »« Je sais, monsieur, et j'accepte toutes les conséquences, mais je ne pouvais plus rester là à vous voir dépérir dans cette solitude. Vous ne vivez pas, monsieur Robert. Vous existez seulement, et ce n'est pas une vie, pas pour qui que ce soit. » Robert sentit les mots atteindre quelque chose de profond en lui, un endroit qu'il essayait de garder enfermé depuis des années. Mais la colère dominait toujours. « Annulez tout, tout de suite. Envoyez des messages, téléphonez, faites ce qu'il faut. Je ne veux personne ici pour Noël, compris ? » « Je ne peux pas annuler, monsieur, » répondit Benoît doucement. « Je n'ai pas mis de numéro de téléphone ni d'adresse de retour. Les invitations étaient anonymes. Ceux qui voudront venir viendront. Ceux qui ne voudront pas ne viendront pas. C'est aussi simple que ça. » Robert passa la main sur son visage, sentant la frustration grandir. « Alors personne ne viendra. Les gens n'acceptent pas d'invitations anonymes d'inconnus, surtout de nos jours. Ils penseront que c'est une arnaque, une fraude, n'importe quoi, sauf une invitation légitime. »« Peut-être avez-vous raison, » concéda Benoît. « Mais peut-être, juste peut-être, quelqu'un aura assez de foi pour croire que de bonnes choses peuvent encore arriver sans explication. » Robert ne répondit pas. Il tourna simplement le dos et remonta dans sa chambre, claquant la porte avec une force suffisante pour faire écho dans tout le manoir. Mais seul dans cet espace immense, assis au bord du lit, il ne put contenir l'étrange sensation qui s'installa dans sa poitrine. Ce n'était pas seulement de la colère, c'était aussi une peur profonde que Benoît ait raison, qu'il n'existait vraiment qu'en surface, sans vivre, et que peut-être, juste peut-être, il était trop tard pour changer cela. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, dans le département de Seine-Saint-Denis, dans un quartier où les maisons se serraient les unes contre les autres, et le son du commerce ambulant se mêlait au bruit du train qui passait toutes les heures, Marine Dubois se réveillait pour un nouveau jour de lutte. Sa petite chambre louée, au fond d'une maison appartenant à une dame qui encaissait ponctuellement le 5 de chaque mois, était petite, mais organisée avec le soin de ceux qui valorisent chaque centimètre conquis. Marine avait 21 ans et une beauté discrète qu'elle ne reconnaissait pas elle-même. De longs cheveux bruns, toujours attachés en une queue de cheval pratique, des yeux sombres qui portaient une gravité au-delà de son âge, et un sourire rare mais sincère qui illuminait son visage lorsqu'il apparaissait. Elle était mince, non par mode, mais par la vie trépidante, entre 3 emplois différents, qui payaient à peine de quoi couvrir les factures de base. Elle se leva du matelas fin étendu directement sur le sol, n'ayant pas encore réussi à acheter un vrai lit, et regarda par la petite fenêtre qui donnait sur la cour de la maison principale. La journée était chaude, typique d'un décembre parisien, et elle savait déjà qu'elle serait longue. Travail à la cafétéria du matin jusqu'au milieu de l'après-midi, puis quelques heures comme vendeuse dans un magasin de vêtements du quartier de Châtelet-les-Halles, et peut-être, si elle avait de la chance, elle pourrait encore faire quelques livraisons via application le soir pour compléter ses revenus. Marine prit une douche rapide à l'eau froide, non par choix mais par économie, enfila le jean le moins délavé et la blouse blanche qu'elle portait pour travailler à la cafétéria, et sortit sans faire de bruit pour ne pas réveiller Madame Denise, la propriétaire. Dans la cuisine collective, elle prépara un café léger et prit le pain qu'elle avait acheté la veille, mangeant rapidement debout, regardant la montre bon marché qu'elle portait au poignet. En ouvrant son vieux sac en simili-cuir pour y ranger son portefeuille, elle vit l'enveloppe froissée qu'elle avait trouvée quelques jours plus tôt sous sa porte. Dans la précipitation de sa routine, elle l'avait oubliée.
Maintenant, avec quelques minutes de libre avant de prendre le bus, elle décida de l'ouvrir à nouveau. Le papier était de bonne qualité, nota-t-elle, différent de toute publicité ou facture qu'elle avait l'habitude de recevoir. Et le message était étrange, intrigant. « Si vous venez, quelque chose dans votre vie changera. » En dessous, une adresse à Neuilly-sur-Seine et une date, 25 décembre, 19 h. Rien de plus. Pas de nom d'expéditeur, pas de téléphone, pas d'explication. Marine l'avait montré à quelques amis du travail, et toutes avaient dit la même chose. Arnaque, piège, perte de temps. L'une d'elles avait même ri, disant que c'était probablement une secte ou un système pyramidal déguisé en dîner de bienfaisance. Mais quelque chose dans cette invitation remuait Marine d'une manière qu'elle ne parvenait pas à expliquer. C'était peut-être la simplicité de la promesse. Elle ne disait pas qu'elle donnerait de l'argent, ne promettait pas d'emploi ou de fortune. Elle disait seulement que quelque chose changerait. Et Marine, qui depuis longtemps ne sentait plus que sa vie pouvait prendre une direction différente de la routine épuisante qu'elle vivait, ressentit une pointe de curiosité mêlée d'espoir. Elle rangea l'invitation dans son sac et sortit affronter un nouveau jour. Le bus était bondé comme toujours, et elle dut rester debout, se tenant fermement à la barre de fer, tandis que le véhicule cahotait sur les rues défoncées. Elle regardait par la fenêtre sans vraiment voir le paysage qu'elle connaissait par cœur, pensant à sa mère, partie 5 ans plus tôt, la laissant seule au monde. Elle pensait à ses amis d'enfance qui s'étaient éloignés quand elle avait dû travailler à plein temps et n'avait plus de temps pour les rencontres. Elle pensait à la solitude qui était sa compagne la plus constante, même au milieu de la foule de cette ville géante. Noël avait toujours été une période difficile pour Marine. Tandis qu'elle voyait les familles se réunir, les vitrines décorées, les publicités montrant des étreintes et des sourires, elle se sentait plus invisible que jamais. Elle avait quelques connaissances, mais personne qu'elle pût appeler un véritable ami. Personne qui l'invitait à un réveillon, personne qui lui demandait comment elle allait vraiment. C'était comme si elle était un fantôme marchant dans les rues, vu mais jamais réellement perçu. À la cafétéria, elle travailla mécaniquement servant des cafés et des sandwichs à des clients pressés qui la regardaient à peine. Son patron, M. Valère, un Portugais grincheux mais au bon cœur, remarqua qu'elle était plus silencieuse que d'habitude. « Et Marine, ça va ?» demanda-t-il pendant une pause entre les commandes. « Tu as l'air d'avoir la tête ailleurs. » Marine força un sourire. « Ça va très bien, Monsieur Valère, juste fatigué. » Il ne sembla pas convaincu, mais n'insista pas. « Écoute, le soir du 24, on fermera plus tôt. Tu peux prendre ton congé le 25 si tu veux. Je sais que tu n'as pas de famille ici. Mais si tu veux venir déjeuner avec nous à la maison, la patronne fait toujours trop de cuisine. » L'offre était gentille, et Marine remercia sincèrement, mais refusa comme elle refusait toujours ce genre d'invitation. Elle ne voulait pas être le projet de charité de personne, la pauvre fille qui avait besoin d'être accueillie par pitié. Elle préférait sa solitude à une compassion qui la faisait se sentir encore plus petite. Quand son service à la cafétéria fut terminé, elle alla directement au magasin du quartier de Châtelet-les-Halles, où elle travailla jusqu'au soir, pliant des vêtements, servant des clients et supportant la gérante de mauvaise humeur qui se plaignait de tout et de tous. À la fin de Tmanzi, la journée, les pieds douloureux et le corps épuisé, Marine prit le bus pour rentrer chez elle, une fois de plus debout, une fois de plus invisible au milieu de la foule. Ce n'est qu'en arrivant dans sa petite chambre et en se jetant sur son matelas qu'elle se souvint à nouveau de l'invitation. Elle la sortit de son sac et la regarda, la tournant d'un côté à l'autre, comme si elle pouvait y trouver un indice caché. 25 décembre, dans 3 jours. À Neuilly-sur-Seine, un quartier qu'elle ne connaissait que de passage en bus, regardant par la fenêtre les maisons énormes et se demandant ce que ce serait de vivre ainsi. Qu'avait-elle à perdre? Au pire, ce serait une arnaque ou une perte de temps, et elle rentrerait chez elle sans rien. Mais au moins, elle aurait essayé. Au moins, elle aurait donné une chance à cette minuscule étincelle d'espoir qui brillait encore dans un coin de sa poitrine, s'obstinant à ne pas s'éteindre complètement. Marine prit son vieux téléphone portable et chercha l'adresse. C'était une rue connue, noble, remplie de manoirs. Elle utilisa l'application de carte pour voir combien de temps cela prendrait en transports en commun. Presque 2 heures. Il faudrait partir tôt si elle voulait arriver à l'heure. Elle pensa abandonner tout de suite, mais quelque chose de plus fort l'en empêcha.
C'était peut-être la fatigue de vivre toujours de la même manière. C'était peut-être le souvenir de sa mère, qui disait toujours que la vie avait d'étranges façons de surprendre quand on s'y attendait le moins. C'était peut-être juste cette volonté humaine et désespérée de croire que de bonnes choses pouvaient encore arriver, même lorsque toutes les preuves indiquèrent le contraire. Marine rangea soigneusement l'invitation à l'intérieur du seul livre qu'elle possédait, une édition usée de contes que sa mère lui avait donnés des années auparavant. Et cette nuit-là, avant de s'endormir, elle se permit d'imaginer, juste un instant, que peut-être quelque chose pouvait vraiment changer. Que peut-être ce morceau de papier était plus qu'il n'y paraissait. Que peut-être, juste peut-être, elle n'était pas aussi seule qu'elle le pensait. Tandis que Marine s'endormait avec ses divagations, de l'autre côté de la ville, Robert Amari restait éveillé dans sa bibliothèque privée, entouré de milliers de livres qu'il ne lisait plus. Il tenait un verre de whisky cher qui n'avait aucun goût, regardant les flammes de la cheminée qui ne réchauffait pas la froideur qu'il ressentait à l'intérieur. Il pensait aux mots de Benoît. Il pensait à la façon dont il était devenu cet homme amer, qu'il ne reconnaissait plus lui-même. Il se souvenait du garçon qu'il avait été un jour, avant les pertes, avant que l'argent ne devienne plus important que les gens, avant de construire des murs si hauts que même lui ne parvenait plus à voir au-delà. Son oncle, de qui il avait hérité la majeure partie de sa fortune, était un homme dur, calculateur, qui avait vécu toute sa vie en croyant que l'affection était une faiblesse et que la solitude était une force. Robert avait juré qu'il ne serait jamais comme lui. Mais il était là, 53 ans plus tard, seul dans un immense manoir, sans personne pour partager ni la joie ni la tristesse, car toutes deux avaient perdu leur sens depuis longtemps. La clause du testament que l'avocat avait mentionnée des mois auparavant lui revint à l'esprit. L'oncle avait été cruel, même après sa mort, imposant des conditions absurdes pour que Robert reçoive la dernière partie de l'héritage. Passer Noël complètement seul, sans visite, sans célébration, comme un moyen de prouver qu'il avait appris la leçon de ne dépendre de personne. Robert avait ri amèrement en entendant cela. Prouver quoi? Il vivait déjà ainsi depuis des années. La solitude n'était pas une nouvelle punition, c'était sa réalité. Mais maintenant, avec la possibilité d'inconnus envahissant sa maison, la clause prenait un poids différent. Si quelqu'un apparaissait vraiment, si une âme naïve ou désespérée acceptait cette invitation mystérieuse, il perdrait une partie significative de l'argent, et une partie de lui, la partie orgueilleuse qui résistait encore, ne voulait pas donner ce plaisir à son oncle mort. Il ne voulait pas prouver qu'il était faible, qu'il avait besoin de compagnie, que la solitude avait, après tout, un prix trop élevé. Robert termina son whisky et se servit un autre verre. Demain, il parlerait sérieusement à Benoît. Peut-être le renverrait-il, peut-être le réprimanderait-il sévèrement, ou peut-être, dans un coin silencieux de son âme, le remercierait-il d'avoir encore quelqu'un qui se souciait suffisamment pour essayer de le sauver de lui-même. La nuit avança, et le manoir resta silencieux comme toujours. Mais quelque chose avait changé dans l'air, une attente invisible que ni Robert ni Marine ne parvenaient à nommer, mais que tous, deux, ressentaient. C'était comme si le destin préparait une rencontre improbable entre deux âmes perdues, chacune dans son type particulier de prison, chacune portant ses propres blessures et ses espoirs secrets. Le lendemain matin, 2 jours avant Noël, Benoît se réveilla avant l'aube, comme à son habitude. Il descendit à la cuisine, prépara le café et commença à organiser les préparatifs pour le possible réveillon. Rose tenta de le dissuader, disant que M. Robert était furieux et que probablement personne ne viendrait de toute façon, mais le vieux majordome resta ferme dans sa décision. Il avait ses raisons, gardées comme un secret précieux dans son cœur. Il avait connu Robert quand celui-ci n'était qu'un garçon de 10 ans, orphelin de mère, vivant avec un père qui travaillait trop et parlait trop peu. Il avait vu le garçon se refermer progressivement, construire des défenses de plus en plus hautes, jusqu'à devenir un homme qui ne laissait personne entrer. Et pendant toutes ces années, Benoît était resté là, fidèle, silencieux, attendant le bon moment pour agir. Ce Noël semblait être le moment. Benoît ne savait pas si quelqu'un viendrait, mais il avait foi. Foi qu'en quelque part dans cette ville immense, quelqu'un avait aussi besoin d'un petit miracle silencieux. Et foi que lorsque deux besoins se rencontraient,
quelque chose de plus grand que les deux pouvait naître. Il dressa la grande table de la salle à manger, celle qui n'était jamais utilisée, et commença à l'organiser comme si 50 personnes allaient réellement apparaître. Nappes blanches, impeccables, vaisselle fine rangée depuis des décennies, verres en cristal qui reflétaient la lumière du lustre comme de petits diamants. Rose regardait tout avec un mélange d'admiration et de tristesse, imaginant cette table énorme et vide, un monument à l'espoir frustré. Mais Benoît souriait en travaillant, car il savait quelque chose que personne d'autre ne savait, qu'il suffisait parfois d'une personne, une seule, pour commencer à tout changer. La veille de Noël se leva avec un ciel chargé de nuages sombres qui menaçaient de pluie à tout moment. Marine se réveilla plus tôt que d'habitude, le cœur battant à un rythme accéléré qu'elle ne parvenait pas à contrôler. Elle avait pris sa décision pendant la nuit, après des heures à se retourner sur son matelas fin, débattant avec elle-même si c'était de la folie ou du courage d'accepter cette invitation mystérieuse. Elle se leva et regarda sa petite armoire improvisée avec des caisses de marché qu'elle avait peintes en blanc. Toutes ses affaires y tenaient, et aucune ne semblait appropriée pour un dîner dans un manoir à Neuilly-sur-Seine. Elle passa les mains sur les quelques pièces qu'elle possédait, sentant le tissu usé, les coutures qu'elle avait elle-même refaites plusieurs fois. Elle avait une robe simple, bleu marine, que sa mère lui avait donnée des années auparavant et qu'elle gardait pour des occasions spéciales qui n'arrivaient jamais. C'était la seule option qui avait un sens. Marine travailla normalement à la cafétéria pendant la matinée, mais M. Valère remarqua qu'elle était différente. Il y avait quelque chose dans ses yeux, un mélange de nervosité et de détermination qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. Quand le mouvement diminua vers midi, il s'approcha du comptoir où elle nettoyait la machine à expresso. « Tu vas faire quelque chose ce soir ?» demanda-t-il avec la délicatesse de quelqu'un qui se souciait réellement. « Parce que si c'est le cas, tu peux partir plus tôt. Aujourd'hui, ça va être une journée calme de toute façon. Tout le monde est déjà en vacances. » Marine hésita mais finit par accepter. Elle remercia avec qu'un sourire timide, et dès que son service fut terminé, courut chez elle. Elle avait quelques heures pour se préparer et prendre les bus nécessaires pour traverser la ville. La pluie s'était retenue, mais le ciel restait menaçant, et elle espérait qu'il ne commencerait pas à pleuvoir juste maintenant. Dans sa petite chambre, elle prit soin de se doucher, se lava les cheveux avec le shampoing bon marché qu'elle achetait à l'épicerie du coin et tenta de faire quelque chose de différent avec eux. Elle détacha les mèches qu'elle attachait toujours et les laissa tomber naturellement sur ses épaules. Elle appliqua le seul maquillage qu'elle avait, un rouge à lèvres discret qu'une collègue de travail lui avait offert pour son anniversaire, et enfila la robe bleu marine qui était un peu large, mais lui allait bien quand même. Elle se regarda dans le petit miroir cassé accroché au mur et faillit ne pas se reconnaître. Elle ressemblait à une autre personne, quelqu'un qui pourrait appartenir à un monde différent de celui dans lequel elle vivait. Un instant, elle se sentit ridicule. Qui pensait-elle être? À se préparer pour aller dans un manoir répondant à une invitation anonyme, comme si elle était une princesse de conte de fées? Mais elle se souvint alors des mots de sa mère, tant de fois prononcés quand elle était petite. « N'aie jamais honte d'essayer, ma fille, car la plus grande honte est d'abandonner avant de commencer. » Marine prit son vieux sac, y rangea l'invitation froissée comme si c'était un sauf-conduit pour un autre monde, et sortit. Madame Denise arrosait les plantes de la cour et leva les yeux, surprise de la voir ainsi apprêtée. « Oh, Marine, quelle beauté! Tu vas quelque part de spécial? »« Je vais rendre visite à une connaissance, » mentit Marine gênée. « Vite fait. »« fit Madame Denise avec un sourire malicieux. « Connaissance ou connue? Parce que tu es trop jolie pour que ce soit juste la visite d'une amie. » Marine sentit son visage chauffer mais ne répondit pas. Elle fit juste un signe de tête et partit rapidement, avant que la curiosité de la propriétaire ne se transforme en un interrogatoire complet. Dans la rue, elle prit le premier bus bondé comme toujours, mais cette fois elle ne se soucia pas tant d'être debout. Elle était trop nerveuse pour se soucier de petits désagréments. Tandis que le bus traversait la ville, Marine regardait par la fenêtre, voyant le paysage changer graduellement. Les maisons simples et serrées laissaient place à des immeubles commerciaux, puis à de larges avenues, et enfin aux quartiers arborés où les résidences se cachaient derrière de hauts murs et des portails électroniques. C'était un autre monde,
si proche géographiquement mais si distant de la réalité qu'elle connaissait. Elle descendit du bus à l'arrêt le plus proche de l'adresse et marcha dans les rues qui semblaient désertes en cette veille de jour férié. Ses chaussures simples faisaient un bruit doux sur l'asphalte propre, et elle sentait que chaque pas l'éloignait de tout ce qu'elle connaissait. Elle arriva finalement à la rue indiquée sur l'invitation et s'arrêta devant le portail en fer forgé, le cœur battant la chamade. Le manoir était encore plus imposant qu'elle ne l'avait imaginé. Les murs couverts de lierre, le jardin qui s'étendait au-delà de ce qu'elle pouvait voir, les fenêtres énormes qui reflétaient le ciel gris. Un instant, Marine pensa faire demi-tour et partir avant que quelqu'un ne la voilât clairement hors de propos. Mais elle se souvint alors de l'invitation. « Si vous venez, quelque chose dans votre vie changera. » Elle était venue. Maintenant, elle devait découvrir ce que cela signifiait. Elle respira profondément et sonna. Le son résonna de l'autre côté du mur et elle attendit, les mains moites malgré la fraîcheur de l'air. Près d'une minute s'écoula avant qu'elle n'entende des pas s'approcher. Le portail s'ouvrit lentement et Marine se retrouva devant un homme grand, élégant, aux cheveux gris et au regard surpris qui se transforma rapidement en confusion. Robert Amary n'attendait personne. Il était sûr que le plan insensé de Benoît ne mènerait à rien, qu'aucune âme ne serait assez naïve ou désespérée pour accepter une invitation anonyme. Mais elle était là, une jeune femme en robe bleu marine, tenant un vieux sac à deux mains, le regard mêlé de nervosité et de détermination qui le prit complètement au dépourvu. « Bonsoir, dit Marine, la voix sortant plus basse qu'elle ne l'avait voulu. « J'ai reçu une invitation. Pour un dîner ce soir. Est-ce la bonne adresse ?» Robert resta immobile un instant qui parut éternel, essayant de comprendre ce qui se passait. Puis il se souvint des maudites invitations de Benoît. Quelqu'un était vraiment venu, quelqu'un avait cru. Et maintenant elle était là, à sa porte, attendant d'être reçue, alors qu'il n'avait pas la moindre idée de ce qu'il fallait faire. « Une invitation ?» répéta-t-il, la voix sortant plus rude qu'il ne l'avait voulu. « Puis-je la voir ?» Marine sortit le papier froissé de son sac et le lui tendit. Robert reconnut immédiatement la calligraphie de Benoît, cette écriture cursive et soignée que le majordome utilisait pour écrire des listes de courses et des messages. Il ressentit un mélange de colère et de quelque chose d'autre, qu'il ne parvenait pas à nommer. Peut-être de l'admiration pour son audace d'avoir accepté, peut-être du respect pour quelqu'un qui avait encore le courage de croire en des promesses mystérieuses. « Entrez », dit-il finalement, s'écartant pour ouvrir complètement le portail. « Mais je dois être honnête avec vous. Cette invitation n'a pas été envoyée par moi. C'était l'initiative d'un employé bien intentionné mais inopportun. Je ne sais pas ce qu'il a promis, mais je peux vous garantir qu'il n'y a rien de spécial qui vous attend ici. » Marine sentit son cœur s'affaisser. C'était exactement ce que ses amis avaient dit. Une erreur, un malentendu, une perte de temps. Mais elle était déjà là et quelque chose en elle refusait de simplement partir sans au moins comprendre ce qui se passait. Elle entra lentement, suivant Robert sur le chemin de pierre qui menait à la maison principale. Le manoir à l'intérieur était encore plus impressionnant. Le hall d'entrée avait un plafond très haut, avec un lustre en cristal qui pendait du plafond comme une cascade de lumière. Les murs étaient décorés de tableaux qui semblaient anciens et précieux, et le sol en marbre brillait comme s'il venait d'être poli. Marine se sentit complètement déplacée dans cet environnement, comme une tache d'encre sur un tableau parfait. C'est alors que Benoît apparut, venant de la cuisine, et son visage s'illumina en voyant Marine. Le vieux majordome semblait sur le point de pleurer d'émotion, et Marine réalisa que cet homme était en fait celui qui avait envoyé les invitations. Il s'approcha rapidement, les mains tremblantes. « Mademoiselle est venue, » dit Benoît, la voix étranglée. « Mademoiselle est vraiment venue. Je n'étais pas sûr que quelqu'un viendrait, mais mademoiselle est là. Cela signifie beaucoup, vraiment beaucoup. » Robert observait la scène avec une expression qui oscillait entre l'irritation et quelque chose qui ressemblait à de la tendresse. Il voyait Benoît, qu'il avait servi fidèlement pendant 3 décennies, ému comme un enfant par quelque chose d'aussi simple que quelqu'un ait accepté une invitation. Et il voyait cette jeune inconnue clairement nerveuse, clairement hors de son élément mais présente. Elle était venue. « Benoît, » dit Robert avec fermeté mais sans rudesse. « Pouvez-vous nous laisser seuls un instant ?» Le majordome hésita mais obéit, retournant à la cuisine après avoir jeté un dernier regard plein d'espoir à Marine. Robert se tourna alors vers elle
et pour la première fois leurs yeux se rencontrèrent vraiment. Il vit en elle quelque chose qui le toucha, une vulnérabilité qu'il reconnaissait car il la portait en lui-même, cachée sous des couches de cynisme et de protection. « Asseyez-vous, je vous en prie, dit Robert, désignant l'un des canapés du salon. « Je crois que je dois vous expliquer certaines choses. Et vous devez aussi me dire pourquoi, au nom de tout ce qui est censé, vous avez accepté une invitation anonyme d'un inconnu. » Marine s'assit au bord du canapé, le dos droit, les mains, toujours serrant son sac sur ses genoux comme un bouclier. Robert s'assit dans un fauteuil en face d'elle, gardant une distance respectueuse, et pour la première fois depuis des années, il se retrouva à regarder vraiment quelqu'un, essayant de voir au-delà de la surface. « Mon nom est Robert Amar, » commença-t-il. « Cette maison appartient à ma famille depuis des générations. J'y vis seul, avec peu d'employés. Benoît, l'homme que vous venez de voir, est avec moi depuis que je suis enfant. Il a un cœur énorme et parfois trop de cœur est dangereux. Il a envoyé 50 invitations à travers la ville sans ma permission, croyant qu'il pourrait, d'une manière ou d'une autre, apporter de la vie à cette maison morte. Clairement, vous êtes la seule personne assez insensée pour le croire. » Les mots sortirent plus durs que Robert ne l'avait voulu, et il vit Marine se recroqueviller légèrement. Il le regretta immédiatement. Cette jeune femme n'était coupable de rien. Elle était là par pure foi ou désespoir, et il était cruel, sans raison. « Excusez-moi, » dit Robert, passant la main sur son visage. « Je ne voulais pas être grossier. C'est juste que cette situation m'a pris par surprise. Je n'attendais personne. Et maintenant vous êtes là, et je ne sais pas quoi faire avec ça. » Marine retrouva enfin sa voix. « Mon nom est Marine Dubois. Je travaille dans une cafétéria et dans un magasin. Je vis seule dans une petite chambre louée en Seine-Saint-Denis. Quand j'ai reçu l'invitation, j'ai pensé que c'était de la folie. Tout le monde a dit que c'était de la folie. Mais je suis venue quand même parce que, dit-elle, la voix tremblant légèrement, parce que ça fait très longtemps que rien de différent ne se passe dans ma vie. Et même si ce n'est qu'un dîner bizarre avec un inconnu de mauvaise humeur, c'est quand même différent, c'est quand même quelque chose. » Robert resta silencieux un instant, traitant ces mots. Il y avait une honnêteté brutale dans cette confession, un courage qu'il ne voyait pas en lui-même depuis des décennies. Elle avait raison de le traiter de mauvaise humeur, et elle avait plus de courage qu'il n'en aurait jamais pour admettre sa propre solitude avec autant de clarté. Avant qu'il ne puisse répondre, Benoît apparut de nouveau à la porte du salon, cette fois avec Rose à ses côtés. Tous deux semblaient appréhensifs mais déterminés. Le vieux majordome s'éclaircit la gorge pour attirer l'attention. « Monsieur Robert, le réveillon est prêt. Nous avons dressé la table pour 50 personnes, comme prévu. Évidemment, nous avons beaucoup plus de nourriture que nécessaire pour deux, mais ce serait un honneur si vous dîniez ensemble. Après tout, dit-il, regardant Marine avec un sourire doux, mademoiselle est venue jusqu'ici. Il serait injuste de la renvoyer affamée. » Robert était sur le point de refuser et de dire que tout cela était absurde et qu'il valait mieux appeler un chauffeur pour ramener Marine chez elle. Mais il la regarda de nouveau et vit quelque chose dans ses yeux qui le fit hésiter. Ce n'était pas l'attente du luxe ou d'un avantage. C'était juste l'espoir simple de ne pas passer une autre nuit de Noël complètement seul. Et lui qui prévoyait de passer cette nuit exactement ainsi, seul avec son amertume et son whisky cher, ne put soudainement pas dire non. « D'accord, » dit Robert, se surprenant lui-même. « Nous allons dîner. Mais, regardant Benoît avec sévérité, demain nous parlerons des limites et du respect des décisions d'autrui, compris ?» Benoît acquiesça avec enthousiasme, les yeux brillants de larmes contenues, et retourna pratiquement en courant à la cuisine pour donner les touches finales au réveillon. Rose le suivit, non sans lancer un regard d'approbation et de soulagement à Robert. Marine était immobile sur le canapé, encore en train de réaliser que cela se passait vraiment. Elle allait dîner dans un manoir, avec un homme qui ne voulait clairement pas de compagnie, mais qui, pour une raison qu'elle ne comprenait pas, avait accepté sa présence. C'était surréaliste, absurde, et en même temps la chose la plus intéressante qui lui arrivait depuis des années. « Avant d'aller dans la salle à manger, dit Robert se levant, « puis-je vous offrir quelque chose à boire? Du vin? Du jus? De l'eau? » « De l'eau, c'est très bien, merci, » répondit Marine, se levant également. Robert alla à un bar discret dans le coin du salon et revint avec un verre d'eau glacée pour elle et un autre verre de whisky pour lui-même. Il lui tendit l'eau, et elle l'accepta,
notant que ses mains tremblaient légèrement. « Vous êtes nerveuse, observa Robert. Vous n'avez pas besoin de l'être. Je ne mords pas, du moins pas avant le deuxième plat. » C'était une tentative maladroite de faire une blague, mais cela fonctionna. Marine laissa échapper un petit rire et Robert réalisa qu'il aimait ce son. Il y avait longtemps qu'il n'avait pas entendu de rire dans cette maison. Il y avait longtemps qu'il ne voyait aucune raison de provoquer la moindre joie chez quelqu'un. Ils marchèrent ensemble jusqu'à la salle à manger, et Marine s'arrêta au seuil de la porte, complètement impressionnée par ce qu'elle voyait. L'énorme table était dressée de manière impeccable, avec des places marquées pour 50 personnes. Chaque place avait son propre ensemble de vaisselle fine, de verres en cristal, de couverts en argent et de serviettes en lin brodé. Les bougies étaient allumées, créant une atmosphère intime malgré la taille de la pièce, et un arrangement de fleurs fraîches occupait le centre de la table. Mais ce qui toucha vraiment Marine fut la constatation de tout cela. Toute cette préparation, tout ce travail pour 50 personnes qui n'étaient pas venues. Et au milieu de cette énorme table, 2 places avaient été réorganisées pour être proches l'une de l'autre. C'était mélancolique et beau à la fois, un monument à l'espoir frustré et à la résilience de continuer à essayer malgré tout. « C'est beaucoup de nourriture pour 2 personnes, commenta Marine à voix basse. « Oui, acquiesça Robert. Mais Benoît est têtu. Quand il décide de faire quelque chose, il le fait bien, même si c'est complètement inutile. » Ils s'assirent aux places indiquées, l'un en face de l'autre dans un coin de la table gigantesque. Le reste des places vides s'étendait autour d'eux comme des fantômes d'invités qui n'avaient jamais existé. Rose commença à servir l'entrée, une soupe crémeuse de potiron avec des croûtons et des herbes fraîches qui sentaient merveilleusement bon. Marine prit la cuillère en argent, lourde et froide dans sa main, et goûta la soupe. C'était délicieux, probablement la meilleure chose qu'elle ait jamais mangée de sa vie. Mais il y avait aussi un goût étrange, le goût de la culpabilité d'être là, profitant d'un luxe qui n'était pas le sien, tandis que Benoît et Rose travaillaient pour servir un réveillon que personne d'autre ne voulait. « Vous n'avez pas à être mal à l'aise, dit Robert, comme s'il lisait dans ses pensées. Benoît a fait cela parce qu'il le voulait. Et maintenant que vous êtes là, le minimum que je puisse faire est de m'assurer que la soirée ne soit pas un désastre complet. Alors, Marine Dubois de Seine-Saint-Denis, parlez-moi de vous. Qu'est-ce qui pousse une jeune femme d'une vingtaine d'années à traverser toute la ville la veille de Noël pour accepter l'invitation d'un inconnu? » Marine reposa la cuillère dans l'assiette, réfléchissant à la manière de répondre. Elle aurait pu mentir, inventer une histoire plus intéressante ou moins pathétique que la vérité. Mais quelque chose chez cet homme, dans sa propre vulnérabilité mal dissimulée, la poussa à choisir l'honnêteté. « Je suis venue parce que je suis seule, dit-elle simplement, et parce que j'en ai marre de faire semblant de ne pas m'en soucier. Tout le monde dit que c'est bien d'être indépendant, que ne pas avoir besoin de personne est une force, mais parfois c'est juste de la solitude, sans beau déguisement. Quand j'ai vu cette invitation, même en pensant que cela pouvait être dangereux ou idiot, j'ai pensé que le risque en valait la peine. Parce que l'alternative était de passer une autre nuit, seul à faire semblant que tout allait bien. » Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux, crus et vrais. Robert sentit quelque chose bouger en lui, quelque chose qui était endormi depuis si longtemps qu'il avait oublié son existence. La reconnaissance. Elle venait de décrire exactement ce qu'il ressentait mais n'admettait jamais. « Je comprends, » dit Robert doucement. « Plus que vous ne l'imaginez. » Et puis, pour la première fois depuis des décennies, Robert à Marie commença à parler de lui. Non pas d'affaires ou d'investissements, non pas de fortune ou de manoir, mais du garçon qui avait perdu sa mère trop tôt, du père qui travaillait tellement qu'il en avait oublié d'être père, de l'oncle qu'il avait élevé avec discipline mais sans affection. Il parla de la façon dont l'argent était entré dans sa vie comme une bénédiction et une malédiction, attirant des gens qui voulaient son patrimoine mais jamais lui-même. Marine écoutait en silence, réalisant que cet homme qui semblait tout avoir était en réalité aussi perdu qu'elle. Riche en argent, pauvre en connexion réelle, entouré de luxe, affamé d'authenticité, et pour une raison qu'aucun des deux ne comprenait complètement, ils étaient là, en cette nuit, improbable, partageant non seulement un repas, mais aussi leurs vérités les plus secrètes. Le dîner se poursuivit entre des conversations qui coulaient plus naturellement qu'il ne l'avait espéré. Robert racontait des histoires du passé,
avec un humour autodérisoire qui faisait sourire Marine, et elle, peu à peu, se détendit, racontant son travail à la cafétéria, les clients drôles qu'elle servait, ses projets de suivre un jour une formation technique et peut-être d'avoir une vie différente. Benoît et Rose servèrent les plats en silence, mais tous deux échangeaient des regards significatifs dans la cuisine. Quelque chose se passait là, dans cette salle à manger. Quelque chose de délicat et d'important qu'ils craignaient de briser par toute interruption inutile. Quand ils arrivèrent au dessert, un flan au lait avec une sauce caramel que Rose avait préparée avec un soin particulier, la conversation avait pris un tour plus profond. Robert parla de la solitude que personne ne voyait, celle qui se déguisait en choix et en indépendance. Marine parla de ses peurs, de la façon dont elle pensait parfois qu'elle resterait seule pour toujours, invisible au milieu de millions de personnes. « Vous savez, dit Robert, regardant le flanc sans vraiment le voir, il y a une clause dans le testament de mon oncle. Pour recevoir la dernière partie de l'héritage, je dois passer ce Noël complètement seul, sans visite, sans célébration. C'est sa façon de punir ce qu'il appelait ma faiblesse émotionnelle. Ironique, n'est-ce pas? Il est mort seul et amer, et il veut s'assurer que je suive le même chemin. » Marine sentit un frisson dans le ventre. « Alors ma présence ici, vous allez perdre de l'argent à cause de ça ?» Robert haussa les épaules. « Probablement, mais vous savez quoi? En ce moment, je ne m'en soucie pas autant que je devrais. L'argent a toujours été là. Mais une conversation honnête, quelqu'un qui me regarde et voit une personne au lieu d'un compte en banque, c'est rare. Et peut-être que ça vaut plus que n'importe quel héritage. » Ils se regardèrent alors vraiment, et quelque chose passa entre eux. Ce n'était pas de la romance, pas encore. C'était quelque chose de plus simple, et peut-être de plus important. Une reconnaissance mutuelle de deux âmes qui s'étaient rencontrées au bon moment, quand toutes deux avaient le plus besoin de se souvenir qu'elles n'étaient pas aussi seules qu'elles le pensaient. La pluie commença comme un murmure lointain, des gouttes éparses qui frappaient légèrement les fenêtres de la salle à manger. Marine et Robert le remarquèrent à peine au début, absorbés par la conversation qui s'approfondissait à chaque minute. Mais le son augmenta, se transformant en un tambourinement constant qui évolua rapidement en une tempête furieuse. Le ciel, qui était déjà chargé depuis le matin, s'abattit finalement de toute sa force, apportant avec lui des éclairs qui illuminaient le jardin, par flashs soudains, et des coups de tonnerre qui faisaient vibrer les verres en cristal sur la table. Marine regarda par la fenêtre et sentit son cœur se serrer. Elle connaissait bien ce type de tempête parisienne, celle qui s'accompagnait de vents violents et pouvait durer des heures. Ses chances de prendre un bus ou tout autre transport public dans ces conditions étaient pratiquement nulles. Et même si elle y parvenait, ce serait dangereux. Les rues de la ville se transformaient en rivières lors de telles tempêtes, et elle n'avait aucun moyen de savoir si le chemin du retour serait praticable. Robert remarqua son inquiétude. Il suivit son regard jusqu'à la fenêtre et comprit immédiatement la situation. Un instant, il resta silencieux, calculant mentalement les options. Il pouvait appeler un chauffeur privé pour la ramener, mais il serait irresponsable de la laisser partir au milieu de cette tempête. Il pouvait payer un taxi, mais le même problème s'appliquait. L'option la plus sensée, aussi la plus compliquée compte tenu des circonstances, serait de lui proposer de rester jusqu'à ce que la tempête passe. « Marine, » dit-il, choisissant ses mots avec soin, « je ne pense pas qu'il soit prudent pour vous de partir maintenant. Cette tempête pourrait durer des heures et les rues doivent être inondées. Si vous le souhaitez, vous pouvez rester ici jusqu'à ce que ça s'améliore. J'ai des chambres de libre, toutes avec des portes qui se ferment de l'intérieur, et vous avez ma parole que vous serez traité avec un respect total. » La proposition prit Marine au dépourvu. Rester là, passer la nuit dans un manoir avec un homme qu'elle venait de rencontrer, toutes les règles de sécurité de base qu'elle avait apprises dans la vie disaient que c'était de la folie. Mais en même temps, en regardant Robert, en voyant la sincérité dans ses yeux, en sentant la véritable préoccupation dans sa voix, elle ne ressentit aucune peur. Elle ressentit juste une étrange sensation que, d'une manière inexplicable, elle pouvait lui faire confiance. « Je ne veux pas causer de dérangement, » dit Marine hésitante. « C'est déjà beaucoup d'intrusion pour aujourd'hui. Si la pluie diminue un peu, je peux essayer de partir. » « Ce n'est pas une intrusion, » répondit Robert avec fermeté. « Et il serait imprudent de ma part de vous laisser sortir sous cette tempête. De plus, ajouta-t-il avec un demi-sourire,
J'ai déjà perdu l'héritage pour avoir eu de la compagnie à Noël, autant que ça en vaille la peine. » Marine lui rendit son sourire, encore incertaine, mais commençant à se laisser convaincre. Benoît, qui était apparu discrètement à la porte du salon en entendant le bruit de la tempête, intervint de sa voix douce. « Mademoiselle doit rester, sans aucun doute. J'ai déjà préparé la chambre d'amis du 2e étage. Elle a sa propre salle de bain, des vêtements propres dans l'armoire qui devraient vous aller et tout ce dont vous aurez besoin. La tempête est très forte et M. Robert a raison, ce serait dangereux de sortir. Maintenant. » Robert lança un regard reconnaissant au vieux majordome. Benoît savait toujours quoi faire, comment faciliter les situations difficiles sans faire de bruit. Marine respira profondément et acquiesça, acceptant l'offre qui avait du sens même si elle était complètement hors de sa zone de confort. « D'accord, merci. Je reste jusqu'à ce que la pluie passe. » La décision prise apporta un étrange soulagement aux deux. Robert se leva de table et lui indiqua le chemin. « Je vais vous montrer où se trouve la chambre. Si vous avez besoin de quoi que ce soit pendant la nuit, ma chambre est au bout du couloir. Vous pouvez frapper sans crainte. » Ils montèrent le grand escalier, les marches recouvertes d'un vieux tapis persan qui étouffait le son de leurs pas. Marine observait tout avec une curiosité discrète. Les tableaux aux murs qui semblaient être d'artistes importants, les meubles qui avaient clairement des décennies d'histoire, la sensation de poids et de tradition que chaque objet portait. C'était un monde complètement différent du sien, où les choses étaient bon marché et remplaçables, où rien n'avait d'histoire au-delà de la lutte quotidienne pour survivre. Robert ouvrit la porte d'une des chambres et alluma la lumière. Marine entra et dut contrôler sa réaction d'étonnement. La chambre était plus grande que tout son espace loué. Elle avait un immense lit double à baldaquin, une ancienne coiffeuse avec miroir, 2 fauteuils confortables à côté d'une étagère pleine de livres, et une porte qui menait à la salle de bain privative. Tout était décoré avec goût, dans des tons de beige et de blanc qui transmettaient une élégance discrète. « Benoît a laissé des vêtements dans l'armoire qui devraient vous aller, » dit Robert, désignant l'armoire en bois sombre. « Ce sont des choses neuves, quelques pièces qui avaient été commandées pour une nièce qui n'est jamais venue les chercher. Utilisez ce dont vous avez besoin. Les serviettes sont dans la salle de bain, et si vous voulez prendre une douche, n'hésitez pas. » Marine se tourna vers lui, et leurs yeux se rencontrèrent. « Merci. Pour tout. Pour le dîner. Pour l'abri. Pour ne pas me faire sentir comme une intruse. Je sais que rien de tout cela n'était ce que vous aviez prévu pour aujourd'hui. » Robert haussa les épaules, mais il y avait quelque chose de différent sur son visage, une douceur qui n'était pas là au début de la soirée. Les plans changent, parfois pour le mieux, même quand on ne s'en rend pas compte sur le moment. Reposez-vous, Marine, et ne vous inquiétez de rien. Vous êtes en sécurité ici. Il sortit, refermant la porte doucement, et Marine resta seule dans cette chambre qui semblait sortie d'un film. Elle s'assit au bord du lit, sentant la douceur du matelas, si différente du fin matelas sur le sol où elle dormait toutes les nuits. Elle regarda autour d'elle, encore en train de digérer tout ce qui s'était passé en ce jour surréaliste. Elle était partie le matin de sa petite chambre en Seine-Saint-Denis, sans imaginer qu'elle passerait la nuit dans un manoir à Neuilly-sur-Seine, dînant avec un millionnaire solitaire qui gardait ses propres blessures derrière une façade d'élégance et de contrôle. Marine se leva et ouvrit l'armoire. Elle y trouva plusieurs pièces de vêtements féminins, toutes encore étiquetées, dans des tailles variées. Elle choisit une simple chemise de nuit en coton et prit aussi une robe de chambre moelleuse qui était suspendue. Elle entra dans la salle de bain et faillit rire de sa propre réaction. C'était plus grand que sa cuisine et sa salle de bain réunies. Il y avait une immense baignoire, une cabine de douche vitrée qui semblait avoir 1000 fonctions différentes et toutes sortes de produits d'hygiène alignés sur les étagères de marbre. Elle prit un bain prolongé, laissant l'eau chaude détendre ses muscles tendus par la journée. Elle utilisa un savon qui sentait la lavande et un shampoing qui rendit ses cheveux plus doux qu'ils ne l'avaient jamais été. Quand elle sortit, elle s'enveloppa dans la robe de chambre et se regarda dans le miroir embué. Elle ressemblait à une autre personne, non pas par les vêtements chers ou les produits de luxe, mais par quelque chose dans ses yeux, une ouverture, une vulnérabilité qu'elle ne se permettait généralement pas. Elle enfila sa chemise de nuit et sa robe de chambre et retourna dans la chambre. La tempête continuait dehors, peut-être encore plus forte.
Les coups de tonnerre faisaient trembler les fenêtres et les éclairs illuminaient le ciel en séquences dramatiques. Marine s'allongea sur le lit, s'enfonçant dans le matelas confortable, mais découvrit qu'elle ne parvenait pas à dormir. Elle était physiquement fatiguée, mais son esprit était trop agité, traitant chaque moment de cette nuit inoubliable. Après presque 1 heure à se retourner dans son lit, elle renonça à essayer de dormir. Elle se leva, enfila une paire de pantoufles douces qu'elle trouva à côté du lit et décida d'explorer un peu. Le manoir était silencieux. Seul le son de la pluie résonnait sur les murs. Une lumière douce venait du couloir, suffisante pour la guider sans qu'elle ait besoin d'allumer toutes les lumières. Elle descendit les escaliers lentement, admirant à nouveau les détails qu'elle n'avait pas remarqués auparavant. Dans le hall principal, elle s'arrêta devant une vieille photographie en noir et blanc, encadrée d'argent. Elle montrait une famille, un couple avec un petit garçon entre eux. Tous sérieux comme c'était la coutume sur les vieilles photographies, mais il y avait quelque chose de tendre dans la façon dont la femme tenait la main du garçon. Marine imagina que c'était Robert enfant, et ressentit une pointe de tristesse en pensant à la façon dont ce petit garçon était devenu l'homme solitaire qu'elle avait rencontré aujourd'hui. Elle continua de marcher et arriva jusqu'au salon où un énorme sapin de Noël avait été monté. Il était entièrement décoré d'ornements qui semblaient anciens, quelques boules de verre peintes à la main, des rubans de velours rouge, de petits anges en porcelaine. Les lumières clignotaient doucement, se reflétant sur les ornements et créant une atmosphère magique. Marine s'approcha, fascinée par la beauté de ce symbole de célébration dans une maison qui semblait avoir oublié ce qu'était célébré. C'est alors qu'elle remarqua quelque chose au pied de l'arbre. Une boîte en bois était ouverte, et à l'intérieur, il y avait d'autres ornements, ceux-ci apparemment rangés et non utilisés pour la décoration. Marine s'agenouilla et commença à regarder attentivement, touchant délicatement chaque pièce comme s'il s'agissait de trésors fragiles. Il y avait des bonshommes de neige en céramique, des étoiles dorées décolorées par le temps, et puis ses doigts touchèrent à quelque chose qui fit s'arrêter son cœur. C'était un petit ornement en verre, peint à la main avec un paysage enneigé. Il avait la forme d'une cloche, délicate et ancienne, mais ce qui attira son attention fut la base. Elle était cassée, fissurée selon un motif spécifique qu'elle reconnut immédiatement. Marine prit l'ornement à 2 mains, sentant les larmes monter à ses yeux sans pouvoir les contrôler. Sa mère avait un ornement exactement pareil, identique, avec la même peinture, la même forme, même la même fissure à la base. Cela faisait partie d'une collection limitée que sa grand-mère avait achetée des décennies auparavant, avant même la naissance de Marine. Sa mère racontait toujours l'histoire. Il n'y avait que 12 pièces fabriquées par un artisan portugais venu en France dans les années 50. Chaque cloche était unique mais suivait le même motif, et la famille n'en avait obtenu qu'une seule. Elle était accrochée à l'arbre chaque Noël, et sa mère disait qu'elle apportait protection et bons souvenirs. Quand sa mère était partie, Marine n'avait pas pu emporter grand-chose. L'ornement fut l'une des rares choses qu'elle garda, soigneusement rangée dans une boîte avec quelques photographies. Et maintenant, dans la maison d'un inconnu de l'autre côté de la ville, elle trouvait un autre exemplaire de la même série rare. La probabilité était infime, presque impossible. Et pourtant, il était là. « Vous ne dormez pas non plus ?» La voix de Robert la fit sursauter. Marine se retourna rapidement, tenant toujours l'ornement, et le vit debout à l'entrée du salon. Il portait un pantalon de pyjama en soie et un simple t-shirt, les cheveux légèrement ébouriffés, les pieds nus. Il paraissait plus humain ainsi, moins poli et contrôlé, plus réel. « Pardon, » dit Marine, remettant rapidement l'ornement dans la boîte. « Je ne voulais pas toucher à vos affaires. C'est juste que j'ai vu l'arbre et j'étais curieuse. » Robert s'approcha, secouant la tête. « Pas besoin de vous excuser. La maison vous est ouverte cette nuit, mais j'ai remarqué quelque chose dans votre expression quand vous regardiez cet ornement. Qu'est-ce que c'était ?» Marine hésita, mais l'émotion était trop forte pour la retenir. Elle prit de nouveau la cloche en verre et la lui montra. « Cet ornement. Ma mère en avait un pareil. Exactement pareil, même la fissure à la base. C'était d'une collection limitée faite par un artisan portugais dans les années 50. Il n'en existait que 12 dans le monde. Ma mère disait toujours qu'il était spécial, qu'il apportait de bons souvenirs et de la protection. » Robert resta complètement immobile. Il prit l'ornement de ses mains et le regarda attentivement, comme s'il le voyait pour la première fois,
même s'il l'avait gardée dans cette boîte depuis des années. Ma mère avait aussi cette histoire, dit-il, la voix rauque. Elle disait que son père, mon grand-père, l'avait achetée à un artisan portugais qu'il avait rencontré au marché parisien. C'était 12 pièces uniques, et il n'en avait eu qu'une seule. Ma mère l'accrochait chaque Noël, disant qu'il portait chance et maintenait la famille unie. Ils se regardèrent, la cloche en verre entre leurs mains, et quelque chose d'impossible à expliquer passa entre eux. Ce n'était pas une coïncidence, ça ne pouvait pas l'être. Dans une ville de millions de personnes, dans une collection de seulement 12 pièces fabriquées des décennies auparavant, 2 de ces cloches étaient liées à eux. L'une entre les mains de la mère de Robert, l'autre entre celles de la mère de Marine. Et maintenant, en cette nuit improbable, ils se rencontraient. « C'est... » commença Marine, mais elle ne put terminer sa phrase. « Impossible, » compléta Robert. « Mais ça se passe. » Ils restèrent là en silence, digérant l'ampleur de ce moment. La tempête dehors semblait avoir un peu diminué, ou peut-être qu'ils n'y prêtaient de plus attention. Tout ce qui importait était ce petit objet en verre fissuré qui, d'une manière ou d'une autre, reliait 2 étrangers de mondes complètement différents. Robert fut le premier à bouger. Il remit la cloche soigneusement dans la boîte et s'assit sur le canapé près de l'arbre. Marine le suivit, s'asseyant à ses côtés, gardant une distance respectueuse, mais suffisamment proche pour qu'ils puissent continuer à converser à voix basse, comme s'ils avaient peur de briser l'enchantement de ce moment. « Parlez-moi de votre mère », demanda Robert. Marine sentit les larmes menacées de revenir, mais cette fois, elle les laissa venir. Elle était tout pour moi, juste nous deux contre le monde depuis que je me souviens. Mon père n'a jamais été présent, alors c'était toujours moi et elle. Elle travaillait comme couturière, faisait des petits boulots quand elle le pouvait, et même ainsi, elle s'assurait toujours que j'aie à manger et un endroit où dormir. Elle est partie quand j'avais 16 ans. C'était rapide, une maladie que personne n'attendait. Soudain, elle était là, et l'instant d'après, elle n'était plus. J'ai cessé d'être une enfant ce jour-là. J'ai dû travailler, me débrouiller seule, et c'était très difficile. Ça l'est encore. Robert écoutait avec une attention absolue, et pour la première fois depuis des décennies, il se sentit véritablement touché par la douleur d'une autre personne. Ce n'était pas de la pitié. C'était de l'empathie, la reconnaissance d'une perte qu'il portait aussi. « Ma mère est aussi partie quand j'étais jeune », dit-il doucement. « J'avais 10 ans. Je me souviens d'elle comme quelqu'un de doux, qui essayait d'apporter de la joie dans une maison très sérieuse, très rigide. Mon père est devenu encore plus distant après. Il s'est plongé dans le travail et m'a laissé aux soins d'employés, puis de mon oncle. J'ai appris tôt que montrer de l'émotion était une faiblesse, que demander de l'affection était pathétique. J'ai construit des murs si hauts que, même moi, je ne peux plus les franchir la plupart du temps. » Marine le regarda et vit non pas l'homme riche dans son manoir, mais le garçon de 10 ans qui avait perdu sa mère et ne s'était jamais vraiment permis de pleurer. Elle tendit la main, hésitante, et toucha légèrement son bras. Ce fut un geste simple, mais chargé de compréhension. Robert regarda cette main sur son bras et sentit quelque chose se briser en lui, une fissure dans les murs qu'il avait mis des décennies à construire. « Vous savez ce qui est le plus triste ?» demanda-t-il. « J'ai passé toute ma vie entouré de gens qui voulaient quelque chose de moi. De l'argent, du statut, des relations. Je n'ai jamais été sûr que quelqu'un me voie vraiment. Et puis vous apparaissez, une complète inconnue qui ne savait pas qui j'étais, qui est venue juste parce qu'elle a cru en une vague promesse de changement. Et en quelques heures de conversation, j'ai l'impression que vous me voyez plus clairement que des gens que j'ai connus toute ma vie. » Marine sentit son cœur se serrer. « Je comprends. C'est étrange, mais je ressens la même chose. Comme si d'une certaine manière nous étions faits pour nous rencontrer. Pas de manière romantique nécessairement, mais comme 2 personnes qui avaient besoin de savoir qu'elles n'étaient pas seules dans leur lutte. » Ils restèrent là, côte à côte, regardant le sapin de Noël qui brillait doucement dans le salon sombre. Le son de la pluie s'était transformé en une fine bruine, et le ciel commençait à s'éclaircir très légèrement à l'horizon. Bientôt, ce serait le matin de Noël. Et ils étaient là, 2 étrangers, qui avaient cessé d'être étrangers en une seule nuit, unis par des histoires de perte, de solitude, et une petite cloche en verre fissurée qui avait traversé des décennies pour les unir. Robert se leva et se dirigea vers un vieux meuble dans le coin du salon. Il ouvrit un tiroir et en sortit quelque chose. Il revint s'asseoir à côté de Marine,
lui tendant un petit livre à la couverture de cuir usé. « C'est le journal de ma mère, » expliqua-t-il. « Elle a écrit pendant des années. Il y a une entrée ici, sur la cloche, sur ce qu'elle signifiait pour elle. » Marine prit le livre avec révérence et l'ouvrit, à la page que Robert indiqua. L'écriture était délicate, féminine et pleine de courbes. On y lisait « Aujourd'hui, Jean m'a offert le plus beau des cadeaux. Une cloche en verre peinte à la main par un artisan qu'il a rencontré au marché. Il a dit qu'il n'en existe que 12 dans le monde et que celle-ci est la nôtre. Notre protection, notre rappel que même dans les choses petites et fragiles, il y a beauté et force. Je veux que Robert grandisse en sachant cela. Qu'il apprenne à valoriser non pas ce qui coûte cher, mais ce qui a du sens. » Les larmes coulaient librement sur le visage de Marine maintenant. Ma mère disait quelque chose de similaire, que la cloche était spéciale parce qu'elle nous rappelait que les choses les plus importantes étaient fragiles, qu'elles avaient besoin de soins, d'attention, que ce n'était pas la perfection qui importait, mais l'histoire que chaque fissure racontait. Robert sentit ses propres larmes menacées de tomber, quelque chose qu'il ne s'était pas permis depuis des années. Peut-être que nos mères savaient quelque chose que nous avons oublié, que la fragilité n'est pas une faiblesse, que se permettre d'être vu même avec toutes les fissures est une forme de courage. Ils se regardèrent de nouveau et cette fois ne détournèrent pas le regard. Quelque chose se formait entre eux, délicat comme du verre, fort comme une promesse silencieuse. Ce n'était pas de l'amour, pas encore, mais c'était le début de quelque chose qui pourrait devenir important. C'était une connexion authentique, la première que les deux expérimentaient depuis des années. C'était la sensation que peut-être, juste peut-être, ils n'étaient pas destinés à vivre seuls pour toujours. Marine rendit le journal à Robert et il le rangea soigneusement. « Il fait presque jour, observa-t-il, et c'est officiellement Noël. Pas exactement comme j'avais prévu de passer cette date, mais... » Il sourit légèrement. « Infiniment mieux que ce à quoi je m'attendais. »« Pour moi aussi, » acquiesça Marine, lui rendant son sourire. « Je suis venu ici sans attente, ou peut-être avec peur d'avoir des attentes, et j'ai trouvé quelque chose que je ne savais pas que je cherchais. Ce n'est pas un grand miracle, c'est juste deux personnes qui se reconnaissent dans la solitude de l'autre, mais parfois, c'est plus que suffisant. » Ils restèrent là jusqu'à ce que le soleil commence à se lever, peignant le ciel de teintes roses et oranges. La tempête était complètement passée, ne laissant que les rues mouillées et l'air frais du matin. Marine savait qu'elle devrait bientôt retourner à sa réalité, à sa petite chambre louée et à ses 3 emplois. Robert savait qu'il devrait faire face aux conséquences d'avoir perdu l'héritage pour ne pas avoir passé Noël seul. Mais à ce moment-là, aucun des deux ne pensait au lendemain. Ils pensaient seulement à l'instant présent, à la compagnie silencieuse et confortable qu'ils avaient retrouvée l'un dans l'autre. Quand Marine remonta enfin dans la chambre, il était déjà presque 6 heures du matin. Elle s'allongea sur l'immense lit et cette fois réussit à s'endormir presque immédiatement, bercée par la sensation étrange et réconfortante que quelque chose de fondamental avait changé dans sa vie. Elle ne savait pas quoi exactement, ni comment, ni ce qui se passerait ensuite, mais elle savait que ce Noël serait inoubliable, que cette rencontre improbable marquerait sa vie de façon qu'elle ne pouvait pas encore comprendre complètement. Dans la chambre voisine, Robert s'allongea également, mais resta éveillé un peu plus longtemps. Il regardait le haut plafond de sa chambre, pensant à tout ce qui s'était passé depuis que Marine avait sonné à la porte. Il pensait à la façon dont la vie avait d'étranges façons de nous surprendre quand on s'y attendait le moins. Il pensait à Benoît et à son audace d'envoyer ses invitations. Il pensait à la cloche en verre fissurée et à la coïncidence impossible qui les unissait. Et pour la première fois depuis des décennies, Robert Amary s'endormit en souriant. Chapitre 4. Marine se réveilla avec la douce lumière du soleil, entrant par la fenêtre de la chambre qui était désormais vraiment la sienne, non plus en tant qu'invitée, mais en tant que résidente légitime de cette maison qu'elle avait appris à appeler foyer. Elle se tourna dans son lit et vit Robert encore endormi à ses côtés, le visage détendu, une paix qu'il n'avait jamais eue auparavant imprimée sur chaque ride d'expression. Elle l'observa un instant, toujours émerveillée par le fait que tout cela était réel, que ce n'était pas un rêve dont elle se réveillerait pour retrouver sa petite chambre exiguë. Les 3 années avaient été un voyage de transformation pour les deux. Ce ne fut pas facile, ce ne fut pas sans obstacle,
Mais ce fut réel et profond d'une manière qu'aucun des deux n'avait imaginé possible cette première nuit. Dans les premiers mois après Noël, Marine avait continué à travailler à ses emplois. Elle y avait insisté, même si Robert lui offrait un soutien financier. Elle avait besoin de maintenir son indépendance, son identité. Elle ne voulait pas être vue comme quelqu'un qui avait été sauvé par un homme riche. Robert avait respecté sa décision, comprenant que cela était fondamental pour son estime de soi. Mais peu à peu, à mesure que la relation s'approfondissait et que la confiance grandissait, Marine s'était permis d'accepter de l'aide pour suivre la formation technique dont elle avait toujours rêvé. Elle avait étudié l'administration et la gestion d'événements, découvrant un talent naturel pour organiser et connecter les gens. Robert, de son côté, avait commencé à s'ouvrir au monde d'une manière qui le surprit lui-même. Il avait recommencé à jouer du piano régulièrement, non plus comme un souvenir douloureux du passé, mais comme une forme d'expression et de joie. Il s'était rapproché de certaines connaissances qui, contrairement à ce qu'il imaginait, valorisaient son amitié sincère et non seulement ses relations. Il avait appris à distinguer entre ceux qui se souciaient vraiment de lui et ceux qui gravitaient simplement autour de sa fortune. Mais le plus grand changement était venu avec les dîners de Noël. La première année après leur rencontre improbable, Marine avait timidement suggéré de répéter l'invitation de Benoît, mais de manière plus organisée. Robert avait hésité au début, encore protecteur de sa vie privée, mais en voyant ses yeux briller à cette idée, il avait cédé. Ils avaient envoyé des invitations à des refuges, des centres communautaires, des églises de banlieue. Ils ne promettaient rien d'autre qu'un dîner copieux et un moment de célébration. 50 personnes s'étaient présentées cette première année, des personnes seules, des familles en difficulté, des personnes âgées qui n'avaient plus personne. Le manoir s'était rempli de vie, de rires, d'histoires partagées. Et quelque chose de magique s'était produit. Robert, qui s'était toujours senti mal à l'aise dans les grands groupes, s'était retrouvé réellement intéressé par les histoires de ces personnes. Il avait conversé avec un homme de 70 ans qui avait été musicien dans sa jeunesse. Il avait écouté une jeune mère célibataire raconter ses luttes et ses espoirs. Il avait embrassé des enfants qui courèrent dans le jardin comme si c'était un parc. Et à la fin de cette nuit, quand tous étaient repartis en portant des repas préparés par Rose avec les restes, Robert avait regardé Marine et avait simplement dit « Nous ferons ça tous les ans ». Et il l'avait fait. La deuxième année, 100 personnes s'étaient représentées. La troisième, 200. Le manoir ne pouvait plus accueillir autant de monde, alors ils avaient installé des tentes dans le jardin. Marine coordonnait tout avec une efficacité et une tendresse impressionnantes. Elle connaissait beaucoup de gens par leur nom, se souvenait de leurs histoires, posait des questions sur leurs enfants et leurs rêves. Elle avait transformé ce dîner en quelque chose de bien plus qu'une action caritative. C'était une véritable rencontre d'humanité, un espace où riches et pauvres, solitaires et familles, tous s'asseyaient à la même table sans hiérarchie. La presse avait commencé à le remarquer. Des articles avaient paru sur le millionnaire qui avait renoncé à une fortune pour ne pas passer Noël seul et qui ouvrait maintenant sa maison à des centaines d'inconnus. Certains spéculaient sur Marine, sur l'identité de la femme mystérieuse à ses côtés, mais Robert et Marine gardaient les détails privés. Ils partagèrent la mission, pas l'intimité. Ce matin-là, 3 ans après cette première rencontre, Marine quitta le lit avec précaution pour ne pas réveiller Robert et alla à la fenêtre. Elle regarda le jardin où, dans quelques heures, commenceraient les préparatifs pour un autre réveillon. Cette année, ils attendaient 300 personnes. Ils avaient embauché de l'aide supplémentaire, mais Marine tenait à être impliquée dans chaque détail. Elle descendit à la cuisine où Rose était déjà au travail. La gouvernante était devenue plus qu'une employée. Elle faisait pratiquement partie de la famille. Tout comme Benoît, qui, à 71 ans, restait actif et supervisait maintenant une petite équipe d'aide qu'ils embauchaient pour les événements. « Bonjour ma fille », salua Rose avec un sourire chaleureux. « Bien dormi? Aujourd'hui, ça va être une journée chargée. »« J'ai très bien dormi, et je suis excitée. Chaque année, ce réveillon devient plus spécial, n'est-ce pas? »« Oui, absolument. Et tout ça grâce à toi. C'est ton idée, ton cœur, dans cette initiative qui l'a fait grandir ainsi. » Marine accepta le café que Rose lui offrit. Ce n'était pas seulement mon idée. C'est Benoît qui a tout commencé en envoyant ses invitations. Et Robert qui a accepté d'ouvrir sa maison, son cœur. J'ai seulement aidé à organiser. Rose sourit avec sagesse.
Tu as fait bien plus qu'organiser, ma chère. Tu as apporté de la vie à cette maison. Tu as apporté un but. Monsieur Robert est un homme complètement différent de ce qu'il était, et cela, c'est ton mérite. » Avant que Marine ne puisse répondre, Robert apparut dans la cuisine, déjà habillé de manière décontractée, pour la journée de travail qui les attendait. Il s'approcha d'elle et lui donna un baiser sur le sommet de la tête, un geste quotidien mais chargé d'affection. « Bonjour, le planning a déjà commencé ?»« Toujours, » répondit Marine avec un sourire. « La première camionnette avec les dons de nourriture arrive dans 1 heure. Les bénévoles commencent à arriver à midi et les invités à partir de 6 heures du soir. » Robert se servit du café et s'assit à côté d'elle au comptoir. Au cours des 3 dernières années, ce comptoir de cuisine était devenu l'endroit préféré des deux. Là, ils parlèrent de tout, planifiaient, rêvaient, parfois restaient simplement dans un silence confortable. C'était un espace d'intimité qui contrastait avec la grandeur formelle du reste de la maison. « Il y a quelque chose que je veux faire cette année, » dit Robert. « Quelque chose de spécial, une sorte de nouvelle tradition. » Marine le regarda avec curiosité. « À quoi as-tu pensé ?» Robert se leva et alla au studio de musique, revenant avec une boîte en bois que Marine reconnut immédiatement. C'était la boîte où il gardait les vieux ornements de Noël. Il l'ouvrit et en sortit la cloche en verre, celle qui avait connecté leurs histoires de manière aussi impossible que parfaite. « Tu te souviens quand tu as trouvé cette cloche ?» demanda Robert. « Et nous avons découvert que nos mères avaient des exemplaires de la même collection rare. »« Comment pourrais-je oublier ?» répondit Marine, les yeux déjà humides de ce souvenir. « Je l'ai fait restaurer, » révéla Robert, tournant la cloche pour qu'elle puisse la voir. La fissure était toujours là, impossible à effacer complètement, mais elle était maintenant remplie d'un matériau spécial contenant des particules d'or. La technique japonaise du kintsugi, où les fissures sont réparées avec de l'or, rendant l'objet plus précieux et beau précisément là où il a été brisé. Marine prit la cloche à 2 mains, admirant comment la lumière se reflétait sur l'or qui parcourait la fissure. Elle était belle d'une manière qu'elle ne l'était pas avant. L'imperfection n'avait pas été cachée, elle avait été mise en valeur, transformée en art. « C'est parfait, » murmura-t-elle. « C'est notre histoire, n'est-ce pas ?» 2 personnes brisées qui se sont rencontrées et ont transformé leurs fissures en quelque chose de beau. « Exactement, » acquiesça Robert. « Et je veux que cette année nous mettions cette cloche au sommet du sapin du réveillon. Comme un symbole que chacun ici, chaque personne qui vient, apporte ses propres fissures. Et cela ne les rend pas moins précieux. Cela les rend plus humains, plus réels. » Marine serra Robert dans ses bras, la cloche toujours tenue entre eux. Ils restèrent ainsi un instant, Rose observant discrètement avec un sourire maternel. Ces deux-là avaient trouvé l'un en l'autre exactement ce dont ils avaient besoin. Non pas quelqu'un pour les compléter, mais quelqu'un pour marcher à leur côté, acceptant les imperfections et célébrant le chemin parcouru. La journée se déroula dans un mouvement intense mais organisé. Des bénévoles arrivèrent, la plupart des connaissances des réveillons précédents, qui revenaient maintenant non seulement pour recevoir, mais pour aider. Ils montèrent les tentes dans le jardin, organisèrent de longues tables, décorèrent avec des fleurs et des lumières. Le sapin de Noël fut placé au centre, énorme et majestueux. Et au sommet, avec un soin particulier, Robert et Marine placèrent ensemble la cloche restaurée. Elle brillait sous les lumières, les lignes dorées de la fissure visibles et magnifiques. Marine circulait parmi tous, vérifiant les détails, ajustant les arrangements, mais surtout conversant. Elle connaissait beaucoup de monde par leur nom. Madame Géraldine qui venait tous les ans avec ses petits-enfants, Monsieur Armand qui avait été sans-abri et travaillait maintenant comme concierge dans un immeuble, Juliane qui 1 an auparavant était au chômage et avait maintenant trouvé un emploi stable. Chaque histoire était importante pour elle, chaque personne était vue. Robert, étonnamment pour qui l'avait connu dans le passé, faisait de même. Il conversait, écoutait, s'intéressait sincèrement. Il avait appris quelque chose de fondamental, que la connexion humaine n'avait rien à voir avec la classe sociale ou le compte en banque. Elle avait à voir avec la présence, avec l'attention, avec la reconnaissance de l'humanité chez l'autre. Quand vint l'heure du réveillon, 300 personnes remplissaient le manoir et le jardin. Des enfants couraient entre les tables, des adultes conversaient joyeusement,
Des personnes âgées étaient traitées avec une tendresse particulière. Rose et l'équipe de cuisine avaient préparé un banquet digne de célébration. Dinde, jambon, riz, farofa, salades variées, fruits, desserts de toutes sortes. Personne ne repartirait affamé de là. Avant de commencer à servir, Robert demanda l'attention. Le brouhaha diminua et il se tint debout à côté de Marine, lui tenant la main. Il n'était pas bon pour les discours publics, mais ces dernières années, il avait appris à mieux s'exprimer. « Bienvenue » commença-t-il, la voix ferme mais chaleureuse. « Il y a 3 ans, à cette même date, je prévoyais de passer Noël complètement seul. Je m'étais convaincu que c'était ce que je voulais, ce que je méritais. Mais un employé sage et têtu a eu une autre idée. Il a envoyé 50 invitations à travers la ville, croyant que quelqu'un avait autant besoin de compagnie que moi, même sans que je l'admette. Une seule personne est venue. Une personne a été assez courageuse pour accepter une invitation mystérieuse d'un inconnu. Robert regarda Marine et elle sourit à travers les larmes qui commençaient à se former. Et cette seule personne a tout changé. Elle m'a appris que la solitude n'est pas une force, c'est de la peur. Elle m'a appris que montrer sa vulnérabilité est du courage. Elle m'a appris que les connexions réelles valent infiniment plus que n'importe quelle fortune. C'est pourquoi aujourd'hui vous êtes ici, parce que j'ai appris que cette maison n'est pas la mienne. Elle est à nous, tous. C'est un endroit où tous sont les bienvenus, où tous sont importants, où personne n'a besoin d'être seul. Les gens commencèrent à applaudir. Certains pleuraient ouvertement. Marine avait aussi des larmes qui coulaient sur son visage, mais c'étaient des larmes de gratitude et de joie. Benoît, discrètement posté dans un coin, essuyait ses yeux avec un mouchoir, fier de ce que son audace d'il y a 3 ans avait engendré. « Regardez cette cloche au sommet de l'arbre », continua Robert. « Elle a été restaurée avec la technique japonaise du kintsugi, où les fissures sont remplies d'or. Chacun de nous a ses fissures, des pertes, des déceptions, des cicatrices. Mais ces fissures ne nous rendent pas moins précieux. Elles nous rendent humains, elles nous rendent réels. Et quand nous nous unissons, quand nous partageons nos histoires et nos luttes, nous transformons ces fissures en quelque chose de beau, en or, en connexion. » Le silence qui suivit était chargé d'émotion. Puis, un petit enfant cria « On peut manger maintenant !» Tout le monde rit, la tension émotionnelle se dissipant en joie, et le réveillon commença au milieu de conversations animées et de rires. Marine. Et Robert circulait entre les tables, servant, conversant, embrassant. À un certain moment, Marine s'arrêta et observa simplement. Elle voyait ce manoir qui, 3 ans auparavant, était un mausolée de solitude, transformé en un espace vibrant de vie. Elle voyait des gens de toutes sortes, de toutes origines, partageant non seulement de la nourriture, mais aussi des histoires, des espoirs, de l'humanité. Et elle ressentait une profonde gratitude d'avoir été assez courageuse pour accepter cette invitation mystérieuse. Robert s'approcha d'elle par derrière et l'embrassa. Il vit ce qu'elle voyait et comprit. « À quoi penses-tu » ?« Je pense que ça en vaut la peine, » répondit Marine. « Ça vaut la peine de croire, ça vaut la peine de risquer. Ça vaut la peine d'avoir foi que le monde réserve encore des rencontres magiques quand on s'y attend le moins. » Robert posa son menton sur son épaule. « As-tu déjà pensé à ce que tu vas faire l'année prochaine ?» Marine se tourna pour le regarder, curieuse. « Que veux-tu dire ?» Robert sourit, un sourire qui gardait encore une touche de nervosité. « Je dis que je pense que nous devrions officialiser tout cela. Pas seulement les réveillons, mais nous deux, pour toujours. » Marine sentit son cœur s'emballer. Robert la demandait en mariage ? Là, au milieu de 300 personnes, lors d'un réveillon de Noël qui faisait écho à cette première nuit il y a 3 ans, c'était parfait. C'était complètement eux. « Robert, tu me demandes en mariage ?» demanda-t-elle, ayant besoin d'entendre les mots clairement. « Oui. Je n'ai pas de bague maintenant. Je n'ai pas planifié un moment grandiose et romantique. Mais j'ai regardé tout cela, toi, circulant parmi les gens avec tant d'amour et de dévouement. Et j'ai réalisé que je ne voulais pas passer un seul jour de ma vie sans toi à mes côtés. Veux-tu m'épouser, Marine Dubois ?» Marine n'eut pas besoin de réfléchir. « Oui, bien sûr que oui. » Ils s'embrassèrent là, au milieu du jardin,
entourée de personnes qui commencèrent à applaudir quand elles réalisèrent ce qui se passait. La nouvelle se répandit rapidement parmi les invités, et bientôt, tous célébraient non seulement Noël, mais aussi cette demande en mariage improvisée et parfaite. Madame Géraldine s'approcha, les larmes coulant librement. « Ma fille, je suis si heureuse pour... Toi, tu mérites tout le bonheur du monde. » Monsieur Armand, l'ancien sans-abri, tapota l'épaule de Robert. « Monsieur a bien choisi. Cette jeune femme a un cœur grand comme le monde. » Et ainsi la nuit se poursuivit, entre célébration et émotion, entre nourriture abondante et conversation profonde. Quand tous furent finalement partis, il était déjà plus de minuit. L'équipe de bénévoles aida au nettoyage de base, et Marine insista pour qu'ils laissent le reste pour le lendemain. Tous étaient épuisés mais heureux. Robert, Marine, Benoît et Rose s'assirent dans la cuisine, chacun avec une tasse de thé, dans un silence confortable. Benoît regarda Robert et Marine avec des larmes aux yeux. « Je n'aurais jamais pensé vivre pour voir ça, » dit le vieux majordome. « Quand j'ai envoyé ces invitations il y a 3 ans, je n'avais qu'un espoir. L'espoir que quelqu'un vienne, l'espoir que monsieur Robert ouvre son cœur. Mais ça, il fit un geste vague vers la maison, vers le jardin dehors, vers le couple devant lui. Ça a dépassé toutes les attentes. Vous deux ne vous êtes pas seulement rencontrés, vous avez transformé des vies, des centaines de vies. C'est toi qui as tout commencé, dit Marine. Tu as eu le courage de faire ce qui devait être fait, même en risquant d'être renvoyé. Robert rit. Et j'ai vraiment pensé à te renvoyer ce jour-là. J'étais furieux. Mais au fond, je crois que j'avais juste peur. Peur que tu aies raison, Benoît. Peur que je sois vraiment en train de gaspiller ma vie dans une solitude auto-imposée. Rose se leva et embrassa le front de chacun d'eux, comme une mère bénissant ses enfants. Je vais dormir. Je suis trop vieille pour des nuits aussi longues. Mais quelle merveilleuse nuit ce fut. Quand ils ne furent plus que les 3, Robert, Marine et Benoît, ils s'assirent dans le salon près du sapin de Noël. La cloche au sommet brillait doucement, les lignes dorées de la fissure captant et reflétant la lumière des bougies qui brûlaient encore autour. « Tu sais ce qui est drôle ?» dit Marine. « Ma mère disait toujours que cette cloche était spéciale, qu'elle apportait protection et bons souvenirs. Quand elle est partie, j'ai pensé que la magie était partie avec elle, mais je me suis trompé, la magie attendait juste le bon moment pour se manifester à nouveau. » Robert prit sa main entrelaçant leurs doigts. « Nos mères savaient quelque chose que nous avons mis des années à apprendre, que les choses les plus précieuses sont fragiles, qu'elles ont besoin de soins, que la perfection n'est pas l'objectif, l'authenticité l'est. » Benoît se leva avec effort, ses articulations se plaignant de l'âge. « Je vais vous laisser tous les deux. Je suis sûr que vous avez beaucoup à vous dire. Un mariage à planifier, une vie à construire, mais avant de partir, je veux dire une chose. Vous m'avez donné le plus beau cadeau qu'un vieil homme comme moi puisse recevoir. Vous m'avez montré qu'il n'est jamais trop tard pour changer, pour grandir, pour s'ouvrir à l'amour. Merci pour ça. » Il sortit, et Robert et Marine restèrent seuls dans le salon. Ils s'allongèrent sur le tapis doux devant la cheminée qui crépitait doucement, regardant les flammes et occasionnellement la cloche au sommet de l'arbre. « Tu as peur ?» demanda Marine. « De tout cela. De la rapidité avec laquelle nos vies ont changé. »« Oui, » admit Robert. « Mais c'est une bonne peur. C'est la peur de celui qui a quelque chose de précieux à perdre. Je préfère infiniment cela au vide, de n'avoir rien qui compte vraiment. » Marine se tourna pour le regarder. « Quand j'étais à cet arrêt de bus, il y a 3 ans, sur le point de partir, j'ai pensé que je faisais ce qu'il fallait. J'ai pensé que je ne méritais pas toute cette transformation dans ma vie. Mais tu as couru après moi. Littéralement couru, pieds nus, dans les rues. Et tu m'as fait réaliser que parfois, il faut accepter les bénédictions qui arrivent, même quand on ne pense pas les mériter. » Robert embrassa son front. « Nous deux le méritions. Nous méritions une seconde chance. Nous méritions de trouver un sens. Nous méritions de découvrir que la solitude n'a pas besoin d'être permanente. » Ils restèrent là, jusqu'à ce que le feu commence à s'éteindre et que le sommeil se fasse sentir. Ils montèrent ensemble dans la chambre, s'arrêtant un instant dans le hall pour regarder l'arbre une dernière fois. La cloche brillait au sommet, un symbole parfait de tout ce qu'ils avaient vécu et de tout ce qu'ils vivraient encore. Dans les
Mois qui suivirent, la vie continua de se dérouler de manière belle et inattendue. Marine et Robert se marièrent lors d'une cérémonie simple dans le jardin du manoir, avec Benoît et Rose comme principaux témoins et quelques vrais amis qu'ils avaient cultivés au fil des ans. Pas de grande production, pas de liste d'invités par obligation sociale. Juste un amour sincère et des personnes qui comptaient vraiment. Marine termina ses études et commença à travailler officiellement comme coordinatrice des réveillons annuels, étendant le projet pour inclure d'autres dates pendant l'année. Robert recommença à investir dans les affaires, mais maintenant avec un but différent. Il se concentra sur les entreprises sociales, sur des projets qui généraient un impact positif, sur des initiatives qui donnaient des opportunités à des personnes comme Marine avait été, talentueuse, mais sans accès. Benoît continua d'être majordome, bien que maintenant plus par amour de la maison et de la famille qu'elle abritait que par besoin de travailler. Robert avait insisté pour qu'il prenne sa retraite avec une généreuse pension, mais le vieil homme avait été offensé par la suggestion. « C'est ma maison », avait-il dit avec une fermeté inhabituelle. « C'est là que j'appartiens. C'est là que je veux rester jusqu'à mon dernier jour. » Et Rose, la gouvernante qui avait tout vu se passer, continuait de préparer des repas avec la même tendresse que toujours, mais maintenant pour une maison pleine de vie, de visites, de rires d'enfants quand Marine et Robert recevaient les enfants des amis qu'ils s'étaient faits au fil des ans. Un après-midi, 5 ans après ce premier Noël, Marine était dans le studio de musique, écoutant Robert jouer. Il avait recommencé à composer, et plusieurs des morceaux qu'il créait étaient maintenant joués lors de leurs événements caritatifs. Une musique qui racontait des histoires de dépassement, de rencontres improbables, d'amour qui transforme. Quand il eut fini de jouer, Marine applaudit doucement. C'était magnifique. C'est nouveau? Oui. Je l'ai composé hier soir pendant que tu dormais. Je pensais à tout ce que nous avons vécu, à la façon dont nous avons commencé comme 2 étrangers solitaires et sommes devenus, il s'arrêta, cherchant le mot juste, sommes devenus un foyer l'un pour l'autre. Marine s'assit à ses côtés sur le banc du piano. Tu sais ce que j'ai réalisé? Cette invitation que Benoît a envoyée ne promettait rien de spécifique. Elle disait seulement que si je venais, quelque chose dans ma vie changerait. Et ça a changé. Ça a changé d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Mais le changement le plus important n'était pas externe. Il était interne. J'ai appris que je mérite d'être vu, que ma présence compte, que je n'ai pas besoin de me faire petite pour rentrer dans les espaces. Robert passa son bras autour d'elle, et j'ai appris que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, que s'ouvrir à l'amour même au risque de se blesser est la chose la plus courageuse que l'on puisse faire, que la solitude était un choix, pas un destin. Ils restèrent là, côte à côte, dans un silence confortable. Par la fenêtre, ils voyaient le jardin où commençaient déjà les préparatifs pour le réveillon de Noël de cette année. Ce serait le 6e, et ils attendèrent plus de 500 personnes. L'initiative avait tellement grandi que d'autres avaient commencé à reproduire le modèle dans leur propre communauté. Robert et Marine offrirent des conseils gratuits, partageant tout ce qu'ils avaient appris. « Tu sais ce qui est magique ?» dit Marine. « C'est que cette nuit n'a pas seulement changé nos vies, elle a changé la vie de centaines de personnes qui sont venues au réveillon. Elle a changé la vie de Monsieur Armand, qui a trouvé l'espoir. Elle a changé la vie de Madame Géraldine, qui a cessé de se sentir invisible. Elle a changé la vie de tant d'enfants qui ont vu qu'il existe des adultes qui se soucient. C'est un effet domino d'un seul acte de courage, celui de Benoît en envoyant les invitations, le mien en acceptant, le tien en ne me renvoyant pas cette première nuit. Et ça continue de changer, ajouta Robert. Chaque année, chaque personne qui passe ici et emporte un peu de cet espoir avec elle. Chaque connexion établie, chaque sourire partagé. C'est plus grand que nous deux. C'est ce qui se passe quand on choisit la connexion plutôt que l'isolement. Cette nuit-là, alors qu'ils s'allongeaient pour dormir, Marine regarda par la fenêtre le ciel étoilé. Elle pensa à sa mère, à quel point elle serait heureuse de la voir ainsi. Elle pensa à la cloche en verre avec ses fissures dorées. Elle pensa à tous les moments improbables qui l'avaient menée jusqu'ici. Et elle ressentit une profonde gratitude d'avoir été assez courageuse pour dire oui à cette invitation mystérieuse tant d'années auparavant. Robert, presque endormi, murmura «
À quoi penses-tu? Je pense que nous sommes les cloches, Robert, brisées, restaurées, brillantes exactement là où nous avons été fissurés, et c'est beau, c'est suffisant. Robert sourit dans l'obscurité. C'est plus que suffisant, c'est parfait. Et ainsi ils dormirent, deux cœurs qui avaient trouvé l'un dans l'autre exactement ce dont ils avaient besoin. Non pas la perfection, non pas la complétude, mais un partenariat. Non pas quelqu'un pour combler les vides, mais quelqu'un pour marcher ensemble, acceptant les fissures et célébrant les restaurations. Deux personnes qui avaient prouvé qu'il n'est jamais trop tard pour changer, pour s'ouvrir, pour croire que des rencontres magiques se produisent encore quand on s'y attend le moins. Le manoir de Neuilly-sur-Seine n'était plus un mausolée de solitude. C'était un phare d'espoir, un espace où tous étaient les bienvenus, où personne n'avait besoin d'être seul. Et au sommet du sapin de Noël, année après année, brillait la cloche de verre avec ses fissures dorées, rappelant à tous que la beauté naît souvent précisément là où nous avons été brisés. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Robert et Marine a profondément touché votre cœur. Si vous avez été ému par ce voyage de solitude transformé en amour, de fissures transformées en or, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous en commentaire quel moment vous a le plus marqué. Était-ce la rencontre improbable, la veille de Noël, la découverte de la mystérieuse cloche en verre, la course pieds nus de Robert dans les rues? Chaque jour, nous vous apportons des histoires intenses comme celle-ci, qui révèlent le côté le plus profond de l'âme humaine, qui nous rappellent qu'il n'est jamais trop tard pour changer, pour s'ouvrir, pour croire au véritable amour. Nous vous attendons au prochain épisode avec une nouvelle histoire qui touchera votre âme.